L'écrivain américain Charles Bukowski a écrit « La poésie en dit long et c'est vite fait. La prose ne va pas très loin et prend du temps. » Long, les textes poétiques de mon invité de ce soir en disent assurément. La lecture de ce recueil sombre emporte le lecteur dans une réflexion tourbillonnante sur la vie, la sienne, à partir de celle de l'auteur, présentée comme prisonnière de l'image du labyrinthe et de sa figure mythologique, le Minotaure. La création poétique teintée de mélancolie y est alors source de libération. L'auteur, Fabrice Després, est aussi acteur au sein de la compagnie Malélouka et adhérent de Poètes en Berry. On comprend mieux la maîtrise dont il fait preuve dans ses textes. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lisez Berry, consacré au recueil poétique profond de Fabrice Després. Errance, publié par un éditeur de poésie toulousain, les éditions du contentieux Fabrice Després. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans le prologue de votre recueil, vous écrivez, je vous cite, « Un poète, le mot fait peur. La poésie serait-elle démodée ? Aujourd'hui, nous sommes sous le règne du matériel et de l'économie. Elle devient donc inutile, voire tout au plus décorative. » Pourquoi, malgré tout, malgré ce monde utilitariste, écrire de la poésie ? En fait, il y a aussi une citation dans l'incipit, dans l'édito de mon livre, c'est qu'on connaît l'utilité, mais on ne connaît pas l'utilité de l'inutile. Et je pense que c'est pas bon que chacun fasse des choses qui est forcément un but, derrière. L'homme a besoin d'art, de quelque chose qui le dépasse, quoi. Donc, moi, j'ai écrit de la poésie parce que c'était vraiment un besoin. J'étais dans une impasse dans ma vie et j'ai vraiment eu besoin de ressortir mes tripes et un peu de les cuisiner pour qu'elles soient présentables. Mais c'était un besoin pour moi. Et je pense que le fait de vouloir à chaque fois que nos actions aient un but, un sens, c'est pas bon. Enfin, l'homme n'est pas fait pour ça, quoi. De robotiser un peu le travail. Je pense que c'est pas ce c'est ce que fait la société fait. C'est pas forcément. On a besoin d'art ou de littérature. L'acte gratuit ? L'art, oui, ça en fait partie. Ou la religion, je sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui dépasse l'homme dont il a besoin, quoi. Pour Cocteau, que vous citez, la poésie, c'est mettre sa nuit en lumière. Votre recueil est fait d'impressions sombres, de sentiments noirs. Vouliez-vous magnifier cette noirceur avec ce recueil, la dépasser ? La noirceur, je ne la choisis pas, elle est en moi, quoi. Donc il faut essayer d'en faire quelque chose, quoi. Il faut essayer de l'embellir ou de la transformer. Enfin, pour moi, on parle de l'art, mais ça se trouve, on verra un jour que l'art, ça n'existe pas, en fait, que c'est que de la médecine, l'art. Que c'est un moyen de transcender ou de dépasser quelque chose, des problèmes qui deviennent des poèmes. Les mots sont assez similaires, poème et problème, à quelques lettres près. Ouais, c'est ça. Dans votre texte, on a la figure du Minotaure. Qui est le Minotaure pour vous dans le labyrinthe de votre prose poétique ? Ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai parlé de labyrinthe, j'ai parlé de Minotaure, et je ne me suis pas rendu conscient, c'est inconsciemment que je l'ai fait, mais je pense que le Minotaure, ce monstre dans le labyrinthe, c'est moi, en fait. C'est moi qui a eu, comme beaucoup de gens, des échecs professionnels, des échecs sentimentaux, et qui tourne un peu dans un labyrinthe. Donc en fait, le Minotaure, c'est mes moments où ça va pas, quoi. C'est moi qui suis face à une impasse, qui va d'impasse en impasse, et du coup, j'extériorise ça en faisant de la poésie, en essayant de trouver un sens, en essayant d'avancer comme ça. En dépassant. Oui, en dépassant un peu ces problèmes que tout le monde a, et que, surtout à l'adolescence, sur le but de la vie, tout ça. Essayer de réfléchir par la poésie. Plaçons-nous du point de vue du lecteur. Votre recueil est lucide, humain, parfois terrible dans certains textes. Quelles émotions vouliez-vous créer chez le lecteur ? Quelles réflexions ? C'est vrai que la poésie, ça met, c'est des émotions, en fait. C'est un poème, c'est pas comme un essai, quoi. C'est que des émotions qu'on met sur le papier. Et ces émotions, comme je suis quelqu'un d'assez sensible, je les ressens très fortement. Donc j'ai besoin de les rejeter, peut-être de les vomir, et puis après les gens, c'est sûr qu'ils ont ces mêmes émotions, donc du coup ça fait écho à ce qu'ils vivent en lisant mes textes. D'accord. Je le vous lis. Dans Fauve, page 42, vous écrivez « La vie, elle, c'est de la poésie brute. Son style peut changer du tout au tout. C'est le journal de ses patients fous. Son sens peut s'y dérober à tout instant.
c'est un safari dangereux, une chasse aux sentiments féroces. Quel est le sens, quel est le but de nos vies, selon le poète que vous êtes? Enfin, je vais faire une métaphore, parce que les poètes aiment les métaphores. En fait, vous connaissez les pâtes cuisinées, les pâtes qu'on mange. On en mange parce qu'on en a besoin de manger, mais elles n'ont pas de goût. Enfin, c'est comme ça, la vie, elle a pas de goût. C'est ce qu'on met sur les pâtes qui met du goût. C'est-à-dire, on peut mettre de la sauce tomate, ça fait un goût onctueux. On peut croire en Dieu, mettre, je sais pas, du parmesan, ça fait un autre goût. On peut mettre de la sauce piment si on aime. Et en fait, la vie, c'est ça, c'est une pâte, ça n'a pas de goût. C'est à nous de trouver la sauce qui va avec pour lui donner un sens, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Comparaison, métaphore très intéressante. Vous mettez en scène dans vos poèmes des robots, des fées, des personnages mythologiques. Qu'est-ce que ceux-ci ont à nous apprendre des êtres humains? Pourquoi avoir choisi ces figures? C'est des figures qui sont aussi des métaphores de certaines choses. Enfin, le robot apparaît souvent dans mes textes. Enfin, d'une, parce que je suis un passionné de science-fiction, mais j'ai aussi l'impression que la société... Enfin, on parle beaucoup de l'IA, que l'IA devient aussi intelligente que l'homme, mais j'ai aussi l'impression qu'on essaye de robotiser l'homme, justement de le forcer à faire que des choses utiles. Enfin, pour revenir un peu au début, donc c'est pour ça qu'il y a cette image de robot qui est assez récurrente. J'ai vraiment l'impression qu'on essaye de nier notre humanité et de nous robotiser. Vous vivez à Bourges, ville à laquelle vous consacrez un poème, page 55. Quelles images vous inspirent la capitale berrichonne? Donc c'est une ville à taille humaine, c'est une ville riche en histoire, en culture. Il y a beaucoup il y a une maison de la culture, il y a beaucoup de musées. Enfin, c'est une ville à laquelle je suis attaché. Enfin, il y a ma famille là-bas, ça me ressource. J'ai beaucoup d'amis là-bas, donc j'ai fait un peu mon trou là-bas. Donc c'est un peu compliqué maintenant de sortir, mais enfin, c'est une ville avec les marais, avec le centre-ville. C'est une ville, je pense, à taille humaine et intéressante pour y vivre, qui fait bon d'y vivre. L'essentiel, lorsque vous nous dites que ce soit Bourges, les robots, tout, l'essentiel, c'est l'humain. Pour moi, enfin, je sais pas, c'est un peu politique ça, mais je pense que l'humain, la place de l'homme qu'on met dans la société, je pense que c'est important. Après, c'est mon point de vue politique, mais je pense qu'on peut pas faire quelque chose s'il n'y a pas l'humain derrière, quoi. Enfin, venons-en à la forme. Vos textes sont écrits en prose avec force figures de style poétique, comparaison, métaphore, allégorie, personnification, assonance et allitération. Est-ce que la forme libre de poésie, sans versification, sans contrainte rythmique, correspondait mieux à ce que vous vouliez dire? En fait, ça c'est mon deuxième recueil. Et j'avais dans un premier recueil, enfin, j'étais tellement mal que je m'étais forcé à utiliser un carcan, un peu un rythme, à faire de la poésie classique. Mais c'était fait exprès pour canaliser les émotions, pour qu'il y en ait moins en fait. Et du coup, avec le vers libre, ce qui est plus ma forme, parce qu'en fait, chacun a un rythme, enfin chaque écrivain a son rythme. Donc il y en a certains c'est plus facile d'écrire en vers classique. Mais moi, j'ai essayé, ce que je fais en vers classique, c'est vraiment pas bon. Enfin, du coup, ma forme à moi, c'est vraiment le vers libre. Vous avez apporté votre recueil. Est-ce que vous voulez nous lire un texte? Je vais essayer d'en trouver un. Le recueil Errance, publié aux éditions du Contentieux, avec des illustrations d'Aurore Joya. Oui, les illustrations sont vraiment magnifiques et elles apportent énormément de choses au recueil. Après, on a aussi beaucoup parlé de la noirceur du livre, mais il y a aussi de l'humour et de la couleur. Enfin, même si, je la dépasse un peu, la noirceur. Donc je vais vous lire un poème. Carré. Pour que boulon, ordinateur et monde tourneront, il faut des ingénieurs de boulon, des ingénieurs d'ordinateur, des ingénieurs mondiaux. Ce sont fonctions complexes que je voulais intégrer pour mon futur travail. J'appris donc les résistances d'hommes et des hommes, je m'exerçais à marcher à angle droit, je mangeais des camemberts et en nombre décroissant, j'étudiais si dur que, je suis enfin les équations, les âges des capitaines, et jonglais avec les matrices sans peine. Monde, ordinateur, boulon, j'allais enfin pouvoir les faire tourner rond. Mais dans ma vie, ça n'allait pas. Un fou me dit un jour, on a la vie qu'on a. Boulon, boulon, boudelin, fais tout bouler, pense un peu à toi. Et surtout, ne te plains pas. Le fou est resté devant BFM. Il ne sait pas que la chaîne qu'il aime, elle tourne en rond, avec un rond plein de ronrons,
grâce aux jolis travailleurs à la chaîne de boulons et de télévision. Moi, je n'ai pas cru le fou, moi. Car moi, je sais les équations, les âges des capitaines, et jongler avec les matrices sans peine. Moi, j'ai appris l'intégrale, lui, que les fractions. Dans ma vie, ça n'allait toujours pas. Me manque-t-il un boulon ? Je rencontrais une jolie fille. Je lui écrivais un jour un poème d'amour bien carré, avec un compte de vers qui tombe bien rond. Les poèmes, c'est des machines. Je suis un poète ingénieur. Je gère les mots comme les boulons, les sentiments comme les taches d'huile. Mais la fille ne fut pas impressionnée. Que je sache les équations, les âges des capitaines, et jongler avec les matrices sans peine, ni que j'écrive des poèmes. Elle s'en moque bien. Elle veut un homme qui ne penserait pas qu'à sa pomme, à Newton, qu'à ses problèmes d'ordinateur et de boulon, qu'à lui-même. Elle en veut un qui ne se moque pas des fous, avec un joli cœur qui ne serait pas jaloux. Elle ne sait pas que moi, mon cœur est sec et tout petit. Moi, je sais les équations, les âges des capitaines, jongler avec les matrices sans peine. J'ai beau savoir tout ça par cœur, mon cœur ne sait rien de la vie. Merci Fabrice Després de nous avoir lu un extrait de votre recueil, d'être venu nous parler de votre recueil de poésie intense. Et pour clore cet entretien, nous allons passer en revue vos conseils littéraires de poète avec le petit questionnaire de Lisée Berry. Le livre à lire lors des soirées de printemps. L'homme qui n'aimait plus les chats, ça vient de sortir en poche. On parle beaucoup de dystopie de 1984, la critique de la société est très négative, mais on oublie aussi quel monde est apporté un peu d'utopie. Donc c'est un conte philosophique, c'est des gens dans une île, et on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup les chats disparaissent. Le dernier livre que vous avez reçu en cadeau, Fabrice Després. C'était le Muguet rouge de Christian Bobin. Je conseille Christian Bobin si jamais vous avez un peu le spleen. C'est très aérien, très profond, ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Quand on a le spleen, il ne faut pas lire Houellebecq, il faut lire Bobin. Votre livre de chevet? Pendant le confinement, j'avais relu Le Prophète de Khalil Gibran. C'est encore un conte philosophique, on compare un peu au Petit Prince. C'est peut-être moins connu que le Petit Prince, mais c'est aussi fort et aussi profond, c'est des leçons un peu de vie philosophique. Merci Fabrice Després d'être venu dans ce numéro de Lisée Berry. Je rappelle votre livre extrêmement fort, Errance, publié aux éditions du Contentieux. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Et en cette fin d'émission, je vous emmène loin, très loin. Le crash de l'avion qui assurait le vol Rio-Paris le 1er juin 2009 dans l'océan Atlantique, était-il un coup du sort ou un complot? C'est la question que pose Denis Dupic dans son roman haletant 5753 secondes, publié aux éditions Nombre 7. À son bord, l'auteur imagine un couple de grands journalistes d'investigation qui disparaissent en laissant derrière eux un fils de 14 ans, un fils qui va se relever grâce au monde compagnonique du devoir jusqu'à un jour de novembre 2009 où tout va basculer. Un premier roman choc, inspiré d'accidents d'avion et d'attentats par Denis Dupic, dont le premier livre était très éloigné de ce sujet, plus bucolique, tourné vers l'écologie et les écosystèmes. 5753 secondes de Denis Dupic, publié aux éditions Nombre 7. C'est la fin de ce numéro de Lisée Berry. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore à vous, Fabrice Després. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on dit à la réalisatrice Aude Martin-Quéré et au réalisateur Aymeric Le Hénaff? On leur dit bien sûr merci pour avoir rendu visible, palpable, lisible même, ce numéro poétique de votre émission littéraire sur vos écrans. Vous pouvez revoir ce numéro en replay, même le télécharger, ainsi que tous les précédents sur un an, sur le site de BIP TV, biptv.tv. Vous pouvez retrouver et commenter l'émission sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi dans 15 jours à 19h15 pour un nouvel entretien littéraire. Et d'ici là, lisez heureux.